Parler adaptation climatique en rénovation et le cas pratique des combles aménagés. Donc d'abord, qu'est-ce que l'adaptation climatique? Qu'est-ce que le confort d'été? En quoi ça consiste? C'est quand il fait chaud dehors, en gros, et qu'on veut que les calories restent à l'extérieur et qui rentrent le plus tard possible à l'intérieur, qui en rentrent le moins possible et le plus tard possible à un moment où on va pouvoir rafraîchir. Pour améliorer, limiter la confort estival, il y a 3 gestes indispensables à maîtriser. D'abord, l'isolation primordiale. Alors venant d'un fabricant de matériaux, ça vous étonnera pas. Le principe de l'isolation, c'est d'avoir des matériaux qui vont empêcher la transmission d'un flux de chaleur. D'accord ? Faire en sorte qu'il y ait le moins de calories possible qui arrivent, et qui arrivent si possible le plus tard possible. Ensuite, on va chercher, donc sur l'isolation, tous les matériaux ont une résistance thermique, une conductivité thermique, ça c'est propre à chaque matériau, d'accord ? Et donc ce qu'on va essayer d'utiliser, c'est des matériaux avec la plus faible conductivité thermique possible. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que des matériaux à faible conductivité thermique? C'est des matériaux isolants, c'est des matériaux qui ne transmettent pas de la chaleur, qui ne transmettent pas des calories, d'accord ? Donc je vais vulgariser volontairement parce qu'en fait, je pense et je suis convaincu que sur le confort d'été, si on veut réussir à répondre à cet enjeu d'adaptation climatique, il est primordial de pouvoir l'expliquer et d'en parler à tout le monde. D'en parler à des ingénieurs, à des thermiciens, à des architectes, à des maîtres d'ouvrage, mais aussi à des usagers de bâtiments, d'en parler à des entreprises de pose qui vont réaliser les travaux. Et donc je pense que ça peut être pertinent de valoriser son expertise en utilisant des concepts parfois complexes, mais ça devient vite inopérant quand on n'est pas capable de vulgariser son propos. Donc moi je fais le pari de vulgariser, en tout cas dans ma présentation aujourd'hui. Donc excusez-moi d'avance parce que je risque, en vulgarisant, peut-être dire des approximations, mais c'est un choix qui est assumé. Donc sur l'isolation, comme je vous disais, c'est important d'avoir des matériaux qui ont la plus faible conductivité thermique possible, donc ce qu'on appelle le lambda. Le lambda, pour rappeler comment est-ce qu'on le calcule, on prend un mètre carré de matériau, et on va calculer la température, la puissance qui va traverser ce matériau en 1 seconde avec une différence de température de 1 degré entre chaque face. D'accord ? Et donc ça s'exprime en watts par mètre Kelvin. Et quand on parle d'isolant, en général, on parle de 2 milliwatts. Donc nous, il se trouve chez Isover et Placo qu'on fabrique des isolants. Donc je vous parlerai de laine de verre, de fibre de bois, de laine de roche, de laine de coton. Ensuite, ce qui est primordial, c'est l'occultation. L'occultation, quand on est dans un bâtiment, et notamment quand on parle de combles aménagés, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais là, l'exercice, en tout cas la démonstration que je vais faire ce matin, c'est de vous parler spécifiquement des combles aménagés et en rénovation. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que on considère que dans le neuf, effectivement, il faut faire des bâtiments qui sont confortables pour répondre aux canicules de demain, etc. Si tant est qu'on soit capable de concevoir des bâtiments confortables aux canicules de demain, sans qu'il y ait besoin de les rafraîchir. Et le cas spécifique de la rénovation, c'est que justement, on a un nombre de leviers, entre guillemets, qu'on peut mobiliser qui sont beaucoup moins importants que dans le neuf. D'accord ? On ne peut pas intervenir sur la conception bioclimatique, on ne va pas travailler l'orientation d'un bâtiment, etc. Et puis, pourquoi les combles aménagés? Parce que c'est la partie du bâtiment qui est la plus exposée au rayonnement solaire, la plus exposée à la surchauffe. D'accord ? Un comble sous toiture, typiquement, en été, c'est exposé de 8h du matin à 8h du soir, quoi, en gros. Et donc, c'est la pièce qui, par ses caractéristiques techniques, c'est des parois qui ont une très faible inertie, vont accumuler les montées en température. Et en plus, il se trouve que c'est des parois c'est des parois dans lesquelles on va trouver notamment des vitrages. Et donc, il est primordial d'utiliser soit du vitrage à contrôle solaire, soit des stores, soit les deux en même temps, soit des volets, donc pour occulter, pour empêcher le rayonnement solaire. En tout cas, quand il fait très chaud. Ensuite, on va surventiler. La surventilation nocturne, c'est-à-dire rafraîchir le bâtiment et les occupants quand c'est possible. Alors, la surventilation nocturne, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible quand on habite en zone de bruit, c'est pas toujours possible quand il y a des moustiques ou je ne sais quoi. Alors, il existe plein de solutions alternatives quand même, c'est-à-dire utiliser une moustiquaire, des BSO, etc. Mais il est primordial de surventiler. Et j'ai pris un exemple, j'ai fait une petite référence à ma culture franc-comtoise. J'ai pris un tabouret tripode, pour ceux qui connaissent. Pourquoi ? Parce qu'en gros, sur le confort d'été, ces 3 leviers, s'il en manque un, il va nous manquer vraiment quelque chose d'indispensable et qui ne nous permettra pas d'atteindre le confort ou de limiter le confort comme on le souhaiterait. D'accord ? Donc je répète, l'isolation,
l'occultation avec le vitrage à contrôle solaire notamment, et la surventilation, surventiler la nuit. Surventiler la nuit, j'ai cité des exemples, typiquement quand il y avait des moustiques ou du bruit ou de l'insécurité, etc. Il y a aussi des moments où on ne peut pas surventiler la nuit, tout simplement parce qu'il ne fait pas plus frais la nuit que la journée, quoi. Donc quand on est dans des nuits tropicales, dans ces cas-là, ça devient compliqué de surventiler. Mais dans ces cas-là, on n'arrivera pas de toute façon à avoir du confort ou à limiter l'inconfort de manière suffisante. Pour vous donner quelques idées de grandeur, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir... J'ai pris des exemples assez concrets. Donc en gros, sur un comble aménagé qui fait 50 mètres carrés, il faut considérer que ces 50 mètres carrés, si on ramène ça en termes de puissance, ça l'équivaut à 3000 watts. D'accord ? Donc 3000 watts, concrètement, c'est quoi ? C'est deux gros radiateurs qui seraient à fond en permanence. Donc ce qu'on comprend, c'est que la première chose à faire quand on veut habiter un comble, c'est d'abord de l'isoler. Ça paraît une évidence de dire ça, mais un comble qui n'est pas isolé, il n'est pas habitable, d'accord ? Ou un comble mal isolé, eh ben, il devient mal habitable en quelque sorte. Et le principe de l'isolation, quelle que soit la nature de l'isolant, quand on va chercher un R suffisant, je vous ai précisé tout à l'heure ce qu'était que la conductivité thermique. Le R, c'est l'épaisseur divisée par le lambda. Donc plus on a un R important, plus on a un matériau et une épaisseur isolante suffisante, plus on va diminuer cette énergie et ces calories qui vont traverser la paroi. Donc on va réussir à les diviser par 30. Donc les 3000 watts sur 50 mètres carrés, en l'isolant correctement, on arrive à passer de 3000 watts à 100 watts. D'accord ? Et ça, c'est important d'avoir ça en tête parce qu'on comprend vraiment le bénéfice de l'isolation dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on passe de l'équivalent de 2 gros radiateurs à l'énergie qui est générée, là, par exemple, vous, là, en ce moment, vous êtes statique, etc. Je pense qu'en moyenne, en fonction de notre corpulence, en fonction de notre âge, etc., on émet environ 100 watts de puissance. Donc ça, c'est primordial. L'isolation, ok. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en le disant, mais c'est quand même important de le rappeler. Il faut d'abord travailler sur une isolation qui soit performante. Et une isolation performante, au-delà de la nature des matériaux, c'est une isolation qui va embarquer par exemple de l'étanchéité à l'air, qui va intégrer aussi une mise en œuvre qui soit soignée, qui soit bien faite et qui prenne en compte aussi la réalité du bâtiment ancien. Le bâtiment ancien, on est sur des charpentes qui ne sont pas nécessairement droites, donc on va privilégier aussi certains matériaux en fonction des spécificités de ce bâti. Ensuite, on a régulièrement dans des combles aménagés, on a des fenêtres de toit. Et ce qu'on constate, c'est que les fenêtres de toit, par exemple, qui seraient orientées sud, qui ne sont pas occultées, c'est à peu près 800 watts en permanence. 800 watts, pour vous matérialiser, c'est l'équivalent d'un sèche-serviette. Alors, un petit sèche-serviette, parce qu'il y en a des plus puissants que ça, mais c'est comme si vous aviez donc dans votre pièce un sèche-serviette à fond en permanence. Okay ? Donc là, on comprend bien encore une fois que si on ne traite pas l'isolation et l'occultation, ou si on fait l'un puis pas l'autre, ça ne fonctionne pas non plus. D'accord ? Si on n'a pas occulté, si on n'a pas un vitrage à contrôle solaire, typiquement, vous avez la chaleur qui va rentrer à l'intérieur de votre pièce, et en plus, l'isolation va l'empêcher de repartir dans ces cas-là. Donc là, c'est vraiment l'association des deux, l'occultation et l'isolation, qui vont vous permettre de gagner en efficacité. Ensuite, on a l'inertie. Alors l'inertie, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors j'ai pris un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est qu'en gros, c'est une métaphore, donc il y a ses limites évidemment, mais c'est un peu de comparer une maison à une glacière, d'accord ? En disant que nous, les occupants de la maison, on a le pique-nique en gros et qu'on veut rester au frais. Et donc, une glacière, ça pourrait être sympa qu'elle soit transparente. Bon, il se trouve qu'elle n'en existe pas de transparente. Elles sont toutes opaques, justement, pour ces sujets d'occultation. Elles sont toutes isolées aussi. Le principe d'une glacière, c'est justement d'avoir une boîte qui soit isolée. Et il y a peu ou pas d'inertie dans une glacière. Donc, pour corriger ça, qu'est-ce qu'on fait ? On met des bacs à glaçons, on met les petits rafraîchisseurs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, l'inertie, c'est un peu ce principe-là. L'inertie, c'est avoir des matériaux qui sont suffisamment lourds, qui ont une chaleur spécifique intéressante, une masse volumique importante, et qui combinés vont nous apporter de l'inertie et qui vont nous permettre de jouer ce rôle de pompe à calories et qui vont donc permettre d'absorber les calories pendant la partie chaude, pendant la journée, pour pouvoir les relarguer la nuit lors du rafraîchissement nocturne. Donc là, encore une fois, on comprend l'intérêt de l'inertie associée à la ventilation nocturne. Pour que ça fonctionne, l'inertie, il faut pouvoir ventiler la nuit. D'accord ? Et donc, tous les matériaux ont une masse volumique différente, évidemment. Donc nous, il se trouve qu'on fabrique de la fibre de bois, on fabrique de la laine de verre, on fabrique de la laine de coton. Chaque matériau a des masses volumiques différentes. Et alors j'ai pris quelques exemples un peu pour illustrer mon propos sur les chaleurs massiques. Donc il y a la chaleur massique de l'eau qui est à peu près de 4186 joules, le bois 1700, le plâtre 1088, le béton 880, le verre 840. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chaleur massique. D'accord ? Donc la capacité des matériaux à stocker des calories par
pour 1 kg de matière. Ça, c'est la première caractéristique qui va nous permettre de comprendre l'inertie. La deuxième, ça va être la masse volumique. Donc, ce qui est important de prendre en compte aussi dans la matière, c'est la masse volumique du matériau. Les matériaux isolants, par exemple, sont par nature des matériaux légers. Donc si je prends l'exemple de la fibre de bois, on est sur une inertie qui est d'environ 11 220 joules. J'ai calculé avec notre isolant fibre de bois qui a une densité de 55 mètres cubes, avec un lambda de 36. Notre laine de verre, on est à 3024 joules. Et ensuite, si je compare ça avec 1 mètre carré par exemple de béton, on est à 232 320 joules. D'accord ? Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. On se rend bien compte que c'est d'abord le gros œuvre de jouer ce rôle de l'inertie, de jouer ce rôle de tampon, de régulateur thermique, etc. Mais justement, le cas particulier, c'est pour ça que je reviens à mes combles aménagés, c'est que justement le défi des combles aménagés, c'est qu'on n'a pas ce gros œuvre. Donc il va falloir trouver des astuces pour corriger cette caractéristique de cette pièce qui n'a pas toujours été pensée pour être habitée initialement. Et donc pour pouvoir corriger cette inertie, nous chez Placo, on a une solution qui est de doubler les plaques. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en utilisant des plaques lourdes, plus lourdes, et en posant plusieurs plaques, on arrive justement à ramener de la masse, à corriger cette absence de masse avec des solutions qui sont tout à fait maîtrisables par les plaquistes. Pour illustrer encore une fois avec un exemple du quotidien l'inertie, vous prenez, qui n'a rien à voir avec le bâtiment, mais vous prenez par exemple les cocottes en fonte, je ne sais pas si certains cuisinent, moi il se trouve que je cuisine. Quand on prend les cocottes en fonte, en fait c'est pas la masse volumique de la fonte qui est important, la chaleur spécifique de la fonte, c'est justement sa masse volumique, c'est parce que la fonte est très lourde, d'accord, qu'on a justement une casserole avec une certaine inertie. Et donc les plaques de plâtre, c'est un peu la même logique, il faut des plaques qui soient le plus lourdes possible. Donc on a des plaques qui ont jusqu'à 12 kg par mètre carré et qui vont nous permettre de corriger cette inertie. Et donc en doublant les plaques, et ce sur toutes les surfaces des combles, c'est-à-dire pas que sur la partie rampant, mais sur les cloisons de distribution, les cloisons intermédiaires, etc., plus on va rajouter de la masse, plus on va pouvoir corriger cette inertie, et donc les plaques vont en jouer un rôle de ponge à chaleur, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on va rafraîchir ensuite avec la ventilation nocturne. Ensuite, on a le déphasage. Alors le déphasage, comment expliquer cette notion ? Le déphasage, c'est de faire en sorte que les 100 watts, tout à l'heure dont je vous ai parlé, le 100 watts des combles aménagés qui arrivent, c'est de faire en sorte que ces 100 watts arrivent le plus tard possible. D'accord ? Pourquoi on veut qu'ils arrivent le plus tard possible ? Parce qu'on veut qu'ils arrivent à un moment où on est capable et en mesure de rafraîchir notre pièce. Pour comprendre le déphasage, je vais encore utiliser une métaphore. La conductivité thermique, on va dire que c'est un robinet, d'accord ? Et donc la conductivité thermique, plus le robinet a un débit important, moins c'est isolant. Et un isolant fait en sorte de réduire le débit d'eau. Voilà, excusez-moi pour cette métaphore. Et en gros, le déphasage, pour l'illustrer, moi j'aime bien prendre deux éponges. Donc ceux qui cuisinent, l'éponge Spontex et puis l'éponge jaune. Vous mettez ça sous le robinet, il y en a une qui va stocker l'eau, et l'autre pas du tout, c'est-à-dire qu'il y en a une, vous allez retrouver immédiatement le débit d'eau qui va couler sous votre éponge, donc le matériau ne stocke pas, ne joue pas le rôle de tampon, alors ce que fait un matériau avec une certaine diffusivité. Et cette diffusivité va participer au déphasage. Alors je ne sais pas si je suis clair dans mon propos, mais en fait l'idée c'est d'avoir des matériaux dont la montée en température et des systèmes dont la montée en température est la plus lente possible. Mais ce qui est important et primordial, c'est de raisonner à l'échelle de la paroi pour que ça fonctionne, parce qu'on a vu que les isolants sont par définition des matériaux qui sont légers. Donc c'est un levier qui est insuffisant en tant que tel pour pouvoir corriger l'inertie et le déphasage des combles aménagés. Donc là, ce qu'on constate sur le tableau, c'est que par exemple, quand on compare les matériaux entre eux, on a là de la laine de verre, on a à droite la fibre de bois, on voit bien qu'on a un temps de déphasage qui est supérieur en fibre de bois par rapport à la laine de verre. Mais il se trouve qu'on ne fabrique pas encore des maisons et des bâtiments en isolant. Donc l'isolant est une partie du système, et donc ce qui est primordial, c'est de regarder à l'échelle du bâtiment quand c'est possible. En rénovation, je vous ai dit que ce n'était pas toujours faisable, donc au minimum à l'échelle de la paroi. Et à l'échelle de la paroi, quand on regarde ça à l'échelle de la paroi, on constate qu'on a un temps de déphasage qui est de 7 heures, par exemple, si je prends l'exemple avec une laine de verre, et de 11 heures avec une fibre de bois. Et en fait, 7 heures et 11 heures sont le temps de déphasage qui nous est offert avec ces solutions-là, dans les deux cas, vont nous permettre de rafraîchir la nuit. Et c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire de déplacer ces 100 watts, ces fameux 100 watts, de faire en sorte qu'ils arrivent le plus tardivement possible. Et donc là, avec ces temps de déphasage, on va pouvoir amener cette faible pic de température à une période où on va pouvoir le rafraîchir. Ensuite, ce qu'on constate, quand on pose l'isolant derrière un mur lourd,
Typiquement une brique, ça aurait pu être la même chose avec un voile béton, c'est là où on voit le faible impact de l'isolant. Là pour le coup, l'isolant n'a pas d'impact par rapport au gros œuvre. Donc ayez bien en tête que le déphasage, c'est de faire en sorte que ces 100 watts, ils arrivent le plus tard possible. Et l'enjeu, d'abord, quand on va choisir un matériau, c'est de faire en sorte d'avoir le moins possible de watts, de calories, d'énergie à déplacer dans le temps. Donc d'avoir l'isolation la plus performante possible. Et si possible, et s'il n'y a pas de contrainte de place, on peut très bien combiner les deux. Nous, on a essayé de faire, chez Isover et Placo, on a essayé de faire une fiche mémo un peu qui compile tout ça, et justement pour pouvoir l'expliquer simplement, parce qu'on se rendait compte qu'encore une fois, ce sujet-là, il était mal compris par les acteurs, notamment par les artisans, qui sont très prescripteurs sur les travaux de rénovation, etc. Et donc, il est primordial pour nous qu'ils embarquent aussi l'adaptation climatique dans ce qu'ils proposent, dans les services qu'ils proposent. Et donc là, ça résume en gros ce que je vous ai dit, c'est qu'à un premier niveau, il faut d'abord commencer par isoler, évidemment. Enfin, d'abord, il y a les 3 gestes essentiels qu'on retrouve, l'isolation, l'occultation, avec le vitrage à contrôle solaire. Ensuite, la surventilation nocturne. Ensuite, on va retrouver l'isolation performante indispensable, qui va vous permettre de gagner jusqu'à 7 degrés, sachant que c'est très relatif, parce que ça va dépendre un peu de la géométrie du bâtiment. Par contre, ce qu'on a constaté, nous, à travers des études, c'est qu'on arrive à gagner jusqu'à 2 degrés en s'appuyant sur l'inertie. C'est-à-dire qu'en doublant les plaques, en utilisant des plaques lourdes, on arrive à gagner jusqu'à 2 degrés en termes de confort. Et 2 degrés, c'est ce qui fait parfois passer de l'insupportable, l'inconfortable au vivable. Donc c'est quand même important, notamment dans les périodes de caniculaires qui vont être de plus en plus importantes. Après, le déphasage, nous on a mis gain jusqu'à 1 degré. Alors ça varie en fonction des configurations, etc. Mais oui, il y a un gain avec le déphasage, et dans certaines configurations, on a constaté qu'on pouvait avoir un gain jusqu'à 1 degré. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est l'idée, surtout en rénovation, d'avoir une approche la plus efficace possible sur tous les facteurs. Et d'abord de commencer par l'isolation. Pourquoi je précise ça dans le cas de la rénovation ? Parce qu'il se trouve qu'en rénovation, on n'a pas toujours des charpentes qui sont parfaitement droites. Donc dans certains cas, ce qui peut être judicieux, c'est de se dire que dans la première couche d'isolation, on va surtout chercher à avoir des matériaux qui vont parfaitement isoler notre charpente. On va éviter d'avoir quoi que ce soit comme interstice entre l'isolant et la charpente. D'accord ? Donc on va privilégier par exemple dans certains cas des isolants qui vont être plus souples. Typiquement la laine de verre, ça va être le choix technique le plus stratégique dans certains cas. Parce que lambda de 32, parce que plus souple et donc plus calfeutrant au comble aménagé. Et on peut très bien imaginer, par contre, choisir en deuxième couche de mettre de la fibre de bois. Comme ça, on associe les deux solutions. À l'inverse, dans le neuf, moi j'aurais tendance à privilégier l'inverse, de faire plutôt de la fibre de bois en première couche et de pouvoir utiliser de la laine de verre en seconde couche avec les accessoires de pose Integra qui vont permettre de fixer la membrane, etc. etc. Donc après on peut faire tout l'un ou tout l'autre. Moi je vous explique ma sensibilité, nos conseils en fait en fonction des cas spécifiques et des cas particuliers. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Il reste combien de temps ? 10 minutes, je vois pas clair, c'est ça 10 minutes. Donc je vous écoute, j'espère que vous avez des questions-réponses. Je suis allé très vite, donc j'espère que vous avez plein de questions et j'espère évidemment avoir les réponses. Ouais. Alors attendez, on vous en amène un. Oui, puisque vous parlez de l'inconfort d'été, qu'est-ce que vous pensez des solutions de plafond confort rafraîchissant qui pourraient donc chauffer l'hiver et rafraîchir l'été sans avoir d'autres émetteurs du style radiateur ou autre chose? Et est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Alors, moi j'y pense rien parce que c'est pas une technologie que j'ai analysée, que j'ai vue dans le détail. Ce que je pense, c'est que ce que je constate plutôt, c'est qu'il y a un nombre de clims qui sont vendus chaque année. Il y a plus d'1 million de clims qui sont vendus et qui sont vendus dans l'urgence, c'est-à-dire qu'ils sont vendus dans des bâtiments qui n'ont pas été conçus pour pouvoir être habitables en été, et donc on est presque dans de la survie. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il va falloir malheureusement cumuler parfois plusieurs solutions. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf. Quand on regarde les scénarios climatiques à 2050, il n'y a pas un scénario crédible qui embarque pas des solutions de rafraîchissement. Donc ce n'est pas ce que je souhaite, mais pour autant on est obligé de prendre en compte cette réalité-là dans la conception des bâtiments. Et donc nous, en tant que fabricants de matériaux, notre rôle chez Isover et Placo, c'est de fabriquer et de proposer des solutions qui vont permettre d'être compatibles dans les deux cas. Donc même avec une solution rafraîchissante, le fait d'avoir des parois, que ce soit les combles ou les murs qui sont parfaitement isolés, de toute façon, ça sera beaucoup plus performant, à la fois en termes de confort et en termes de consommation d'énergie et d'émissions de carbone, évidemment.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie plate, sur l'inertie notamment? Je ne sais pas si... Ah, il y a une question au fond. Bonjour. En termes de, vous parliez de l'inertie, qu'est-ce que vous préconisez en termes d'épaisseur d'isolant et en termes de densité, des choses comme ça, pour avoir une très bonne inertie et on sait qu'il y a bien entendu, il a un impact sur le confort d'été. Alors, nous, ce qu'on préconise, d'abord, l'inertie, l'isolation, c'est pas le levier, c'est pas le premier levier pour amener de l'inertie dans un bâtiment. Donc le rôle de l'isolant, c'est d'abord d'isoler. D'accord ? L'isolant peut amener dans une certaine mesure du déphasage quand il n'y a pas de contrainte de place, etc. Et que c'est un levier qu'on peut utiliser quand c'est pertinent et qu'il y a besoin de corriger cette faiblesse-là. Par contre, si vous voulez améliorer l'inertie d'un bâtiment, il faut d'abord travailler sur le gros œuvre, en neuf évidemment. Et puis en rénovation, c'est avec les plaques de plâtre qu'on peut les corriger. C'est en ramenant de la matière lourde. Alors, il y a d'autres solutions que la plaque de plâtre. Moi, il se trouve que je vous préconise d'utiliser des plaques lourdes parce qu'elles sont faciles à mettre en œuvre, parce que c'est économique et que c'est facilement posable par des plaquistes.